Bonjour, c'est Raphaël. Juste un petit message pour vous tenir au courant de l'évolution du podcast. J'ai commencé, comme vous savez sûrement, en novembre dernier, à vraiment travailler sérieusement sur le projet et à faire 2 épisodes par semaine. J'ai eu la chance de voir l'audience augmenter régulièrement depuis. En début d'année 2021, on est passé à un taux de croissance de plus de 100% d'un mois sur l'autre. Donc l'audience doublait d'un mois sur l'autre, ce qui était super excitant. On est maintenant en mars, la croissance a un petit peu diminué, même si ça continue à augmenter. Et pour atteindre une taille critique, j'ai encore besoin de pousser. C'est pour ça que je fais appel à vous. Si vous aimez Sésame Asie, je vous demande donc d'en parler autour de vous. Vous choisissez l'épisode que vous préférez et vous envoyez le lien directement à 3 de vos amis. Le bouche à oreille, c'est la technique la plus efficace pour faire croître une audience. Ça a un effet vraiment direct. Et en plus, effet bonus, ça vous donnera des sujets de discussion intéressants avec vos amis. Donc voilà, je vous demande ce petit coup de main. Merci. Bonjour, je suis Raphaël Séguier et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région APAC compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour, en passant par Tokyo et Shanghai, pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Yacine. Bonjour Raphaël. Merci Yacine de participer au podcast Sésame Asie. Donc Yacine Regragui, tu es un expert sur la fintech en Chine. Tu as travaillé, tu as vécu en Chine et tu as l'occasion de travailler chez Alibaba au sein de Alipay. Tu vas nous raconter cette expérience. Tu es aussi prof à HEC et dans d'autres écoles de commerce. On va parler de nombreux sujets fintech. On va parler de la monnaie numérique chinoise qui a fait l'actualité récemment. Également le scandale, l'affaire Ant Group avec Jack Ma, qui a été aussi un sujet de polémique ces dernières semaines. Et tu vas publier bientôt un livre que tu vas annoncer qui s'appelle donc la Nouvelle Chine. Et, enfin, je te laisse compléter. Présente-toi brièvement et dis-nous un peu plus qu'est-ce que c'est que ce livre, s'il te plaît. Merci Raphaël pour cette présentation et merci de m'inviter. C'est un plaisir de pouvoir participer à ce podcast. Très brièvement, j'ai commencé ma carrière en Chine il y a maintenant 9 ans. Aujourd'hui, j'habite à Paris et je suis passionné de la fintech et de la Chine, sachant que j'ai eu l'occasion de vivre en Chine pendant 6 ans. Et comme tu l'as évoqué, je publie prochainement un ouvrage qui sera intitulé La Nouvelle Chine, comprendre sa culture, s'inspirer de ses innovations. Et en fait, l'idée de ce livre est venue du fait qu'on comprend assez mal la Chine à partir de l'Europe ou à partir de l'Occident. Et je mets un peu la lumière sur sa culture et c'est un peu un guide pour quelqu'un qui ne connaît pas la Chine, pour essayer de déchiffrer un peu ces nombreuses innovations, parce qu'on la voit investir de plus en plus dans des domaines technologiques assez avancés, et aussi donner un peu un retour d'expérience sur mon expérience en Chine, mon expérience chez Alibaba, et aussi mon expérience vivant avec des Chinois. D'accord, ok. Donc vraiment en lien avec ce podcast, on s'appelle Sésame Asie. On parle beaucoup de Chine. Moi, j'ai un parcours essentiellement sur Chine, Taïwan, Hong Kong. Donc on aura sûrement l'occasion d'en reparler, quoi. J'espère pouvoir te réinviter peut-être à la sortie de ce bouquin et discuter de tout ça plus en détail. Mais raconte-nous un peu, avant d'en arriver à la fintech, comment ton parcours en Chine, comment est-ce que tu en es arrivé à travailler chez Alibaba? Raconte-nous un peu ton parcours pour qu'on comprenne mieux. Oui, alors en fait j'ai effectué une école de commerce en France, et lors d'un échange académique en Hongrie, j'ai été un peu surpris par les propos de certains Chinois qui me racontaient un peu comment se passait la Chine, comment évoluait la Chine, etc. Et j'étais extrêmement curieux de voir à quoi ressemblait vraiment la Chine. Donc en 2012, j'ai décidé de prendre mes bagages et de partir à Shanghai. Donc au départ pour un stage de fin d'études. Donc j'ai travaillé pour une start-up chinoise où j'organisais des événements de networking. Donc à l'époque à Shanghai, ces événements n'existaient pas. Donc mon rôle était vraiment de pouvoir fédérer des entrepreneurs, des professionnels autour d'événements
hebdomadaires. Donc c'est ce qui m'a permis d'avoir ce qu'on appelle en chinois le guanxi, donc des relations. Donc j'ai travaillé pour cette entreprise pendant 1 an. Tu parles chinois d'ailleurs, non? Je t'ai entendu un Oui, petit tout à peu fait. à ta Tout à fait. prononciation, t'avais entendu un peu sur BFM, j'ai eu l'impression que tu parlais pas mal chinois. Exactement. Bon, arrivé en Chine, je parlais pas vraiment chinois, mais j'ai appris un peu sur le tas et surtout quand j'ai intégré à l'IP, mais j'en parlerai peut-être par la suite. Et donc après cette expérience dans la startup chinoise, j'ai intégré une autre startup qui était la première startup fintech pour laquelle j'ai travaillé, et c'était la première plateforme de crowdfunding, financement participatif, pour le marché asiatique. Donc mon rôle était surtout de pouvoir développer les relations médias et faire appel à mon réseau que j'avais développé auparavant dans la première expérience. Donc Donc une sorte de Kickstarter asiatique, quoi. tout à fait, tout à fait. Donc ça a été le point de départ de mon expérience et ma passion pour la fintech, et aussi ma passion pour l'entrepreneuriat, parce que après avoir travaillé pour ces 2 startups, j'ai eu l'occasion de créer ma propre entreprise avec un partenaire chinois, et c'était une plateforme e-commerce où je vendais des vêtements sur mesure. Donc c'était un peu une version en ligne du fabric market qu'on appelle à Shanghai. C'est un peu un marché où on fait des costumes ou des robes sur mesure. Donc ça a extrêmement bien marché. On a déjà parlé de ce concept sur l'épisode sur IT Consultis. Aurélien nous a expliqué qu'il avait commencé par la même idée de business avant de pivoter. D'accord. Bon, c'est vrai que c'est très prisé par les étrangers en Chine, le fait d'aller dans un fabric market et faire des costumes sur mesure. Et donc j'avais eu l'occasion de faire ça. On a par la suite vendu la plateforme parce qu'on avait développé une technologie qui permettait, sans prendre ces mesures, d'avoir, grâce à un logiciel qu'on a développé, pouvoir avoir les mesures parfaites à partir de la caméra. Donc on a vendu cette technologie à des investisseurs, et en parallèle on avait eu, j'avais eu une offre pour intégrer Alibaba, et ça m'a fait réfléchir pour pouvoir me consacrer à 100% sur l'offre d'Alibaba et laisser mes parts de cette entreprise-là. Donc en 2014, donc tu rejoins Alibaba en 2014, c'est-à-dire, c'est ça, à une époque où Alibaba n'était pas encore le Alibaba d'aujourd'hui, quoi. Exactement. Donc c'était juste avant l'introduction en bourse d'Alibaba à New York, qui était à l'époque la plus grosse introduction en bourse de l'histoire. Donc l'IPO avait eu lieu en septembre et j'ai intégré en juin. Donc j'ai eu aussi la chance de voir Alibaba rentrer en bourse avec tout ce qui est événements, tout ce qui est évolution de l'entreprise par la suite. Donc j'ai intégré AliExpress au départ. AliExpress, qui à l'époque n'avait toujours pas de site français, était uniquement présent dans très peu de pays comme le Brésil, la Russie. Et mon rôle était d'étendre la présence d'AliExpress dans plusieurs autres pays. Donc AliExpress, qui est aussi une solution de e-commerce, mais rappelle-nous un peu la spécificité. Oui. Alors en fait, c'est une solution e-commerce B2C, donc principalement des produits achetés par les pays hors de Chine à partir de la Chine. C'est-à-dire c'est des produits made in China pour la plupart. Aujourd'hui, ça se développe de plus en plus dans le sens où c'est plus uniquement des marchands chinois, mais ça peut être des marchands français, ça peut être des marchands de pays dans plus de 190 pays dans le monde. Donc mon rôle était vraiment de pouvoir développer cette plateforme à l'international. Et donc j'ai eu l'occasion de travailler pour AliExpress pendant 1 an et demi avant d'intégrer. Décris-nous un peu l'entreprise, quoi. Alibaba. Donc c'était à Hangzhou, c'est ça, dans la région de Shanghai. Oui, et c'était une entreprise très chinoise. C'était une entreprise en pleine croissance. Tu sentais déjà que ça allait être un géant de la tech tel que ça l'est aujourd'hui. Enfin, décris-nous un peu. Alors j'ai eu 2 visions vraiment d'Alibaba. La vision quand j'étais chez AliExpress et la vision quand j'étais chez Alipay. Je vais peut-être commencer par la vision quand j'étais chez AliExpress. Donc j'étais dans une équipe chinoise, mais avec quelques étrangers, donc j'étais pas très dépaysé. Je parlais anglais. Toutes les réunions se faisaient en anglais, etc. Donc j'avais pas vraiment de problème. L'entreprise était grandiose. Je découvrais les campus d'Alibaba, notamment 4 campus à Hangzhou.
Donc c'est des campus un peu enfin comparé à Google par exemple, avec d'immenses complexes où on trouve des coiffeurs, on trouve des salles de sport, des Starbucks, des restaurants, des salons de massage, etc. Donc c'est vraiment un lieu de vie un peu pour les employés. Et de l'intérieur, c'est assez intéressant parce que j'avais jamais vraiment travaillé pour une grosse entreprise auparavant, et je découvrais un peu le mode de travail, donc des heures, on appelle ça en chinois Jojolio, c'est-à-dire on travaille de 9 heures à 9 heures, 6 jours sur 7. Mhm. On compte pas trop les heures quand on travaille parce que justement il y a des infrastructures qui font que on reste tout le temps dans l'entreprise. Et quand j'étais chez AliExpress, j'ai pu vivre pour la première fois le 11 novembre, donc qui est la fête des célibataires en Chine, et qui représente aussi une journée assez spéciale pour Alibaba parce qu'il organise les le, un gros événement commercial où il vend dans le monde entier via ses plateformes. Donc j'ai pu voir un peu de l'intérieur à quoi ressemblaient ces 48 heures qu'on passe dans un campus avec des tentes, et c'était assez intéressant. Donc Un événement qui prend enfin, qui devient démesuré, quoi. C'est des choses énormes, quoi. tout à fait, avec plusieurs milliards, dizaines de milliards de chiffre d'affaires réalisés en 24 heures. Et donc j'ai pu voir ça de l'intérieur. C'était extrêmement... Avec une excitation au niveau des équipes, enfin, qui était en mesure, en proportion avec les sommes en milliards que tu viens de citer. Tout à fait, tout à fait. Bon, après, il y avait aussi une ambiance assez unique. Donc on voyait vraiment une ambiance chinoise avec de la musique chinoise, avec des repas chinois, vraiment pour se sentir un peu comme dans une famille. Et on pouvait aussi suivre en live l'évolution du chiffre d'affaires de la journée, et c'était extrêmement passionnant comme événement. Et donc Mhm. il y a aussi quelque chose d'assez particulier, et peut-être j'en parlerai quand je parlerai d'Alipay, mais Alibaba, en fait, pourquoi elle est unique? Parce que je trouve que sa culture est vraiment unique. Et je l'ai remarqué quand j'ai quitté Alibaba, parce que l'entreprise m'a énormément manqué, dans le sens où j'étais vraiment attaché à cette culture-là, au-delà du nom, au-delà de l'expérience, au-delà des collègues, etc. Parce que cette culture, en fait, quand on passe certaines années chez Alibaba, et surtout 3 ans, on devient ce qu'on appelle un Aliren. Et Aliren, ça veut dire un peu comme un Googler, donc une personne qui est chez Alibaba pendant plus de 3 ans. Mhm. Et en fait, parce que on a dû passer par des étapes assez compliquées, parce que c'est pas simple de rester 3 ans chez Alibaba, de par les changements qui opèrent régulièrement. Donc j'ai changé 12 fois d'équipe en près de 4 ans, ce qui est énorme. Donc il faut s'adapter au Ouais. changement. Et cette culture aussi, on la voit au quotidien. Par exemple, je peux donner l'exemple d'une date qui est le 10 mai. Donc c'est le Ali Day. Donc chaque 10 mai, Alibaba organise une fête de mariage pour les employés d'Alibaba. Donc l'an dernier, ils ont organisé un mariage pour 102 couples. Donc 102 couples se sont mariés dans le campus d'Alibaba avec Jack Ma comme Mais maître de... ensemble, il faut imaginer les 102 couples réunis ensemble, j'imagine, avec Jack Ma en chef de cérémonie. Et enfin, genre d'exemple, on voit bien le côté un peu collectif et familial que tu décris par rapport à nos cultures un peu individualistes où on se dit le jour de notre mariage, on veut que ce soit nous les mariés quelque part, quoi, dans la culture occidentale. Exactement. Bon, après, ça n'empêche pas bien sûr d'avoir sa fête individuelle, mais c'est aussi Mhm. pour prouver l'attachement qu'il y a avec Alibaba. Il y a aussi une autre spécificité de l'entreprise, c'est le fait d'avoir des récompenses plus on passe d'années chez Alibaba. Donc, si on passe 1 an, on a une sorte de pins. Si on passe 3 ans, on a un autre cadeau. Et si on passe 5 ans, on a une bague. Ce qui montre vraiment qu'on a cet attachement
avec l'entreprise et on est un peu marié à l'entreprise. Une sorte de gamification de l'entreprise, quoi. On en parle dans un épisode récent avec Frédéric Nouel, spécialiste du jeu vidéo au Japon. Je savais pas que ça s'appliquait même aux entreprises, aux employés comme ça, quoi. Tout à fait, c'est un peu des milestones. Et au final, en fait, pourquoi la culture est très forte, on le voit aussi dans dans l'évaluation qu'on a, l'évaluation de performance. Il y a 50% de l'évaluation qui est basée sur notre adaptation aux valeurs d'entreprise. Donc il y a 6 valeurs, et même si on peut être extrêmement performant en termes de chiffres, ça ne suffit pas, et donc il faut être adapté à ces valeurs. Et ces valeurs sont pas spécifiquement chinoises, mais elles sont spécifiques à Alibaba. C'est notamment l'adaptation au changement. Comme je l'ai évoqué, j'ai changé 12 fois d'équipe, donc j'ai dû m'adapter à 12 superviseurs différents, à des objectifs différents, à des métiers différents, parce que j'ai pas fait que du marketing ou du business development, etc. J'ai pu toucher à presque tous les métiers. Et c'est aussi intéressant de voir comment une entreprise tech et Internet peut évoluer et comment on peut évoluer à l'intérieur. Et tu parlais d'une telle culture du changement en tant que Français, quand on sait que j'ai l'impression qu'on est un petit peu réfractaire au changement parfois en France, d'avoir une entreprise où c'est là au centre de la culture et changer 2 fois d'équipe, c'est 12 fois, c'est dément, quoi. Donc c'est intéressant, on va dire un autre modèle. Tout à fait. Et j'ai eu donc l'occasion par la suite d'intégrer Alipay parce que j'avais une opportunité en interne. Donc là, la solution de paiement d'Alibaba. Tout à fait. Et tu peux nous expliquer qui a joué un rôle même dans le décollage de l'e-commerce chinois quelque part en offrant une solution fiable pour payer. C'est Exactement. bien ça. Exactement. Donc ça a été au départ ce qu'on appelle en anglais un escrow service, donc une solution d'intermédiation financière entre les marchands qui proposaient leurs services et les acheteurs qui achetaient leurs services sur la plateforme à l'époque Taobao.com, qui est une plateforme C2C d'Alibaba, et aujourd'hui qui est devenue un peu une super app, on en parlera par la suite, qui propose une panoplie de services financiers et non financiers. Et donc mon rôle à l'époque, en intégrant Alipay, était de développer cette application auprès des utilisateurs non chinois, parce que il y avait énormément d'étrangers qui étaient basés en Chine, à Hong Kong, Taïwan, Macao, et dans d'autres pays qui souhaitaient utiliser Alipay. Et donc j'ai été recruté comme le premier étranger en Chine au sein de l'équipe pour justement lancer cette application et la développer. Donc au départ, il y avait aucune version en anglais, aucune version en chinois traditionnel. Donc j'ai fait étape par étape, le développer en anglais et ensuite pouvoir faire un peu de marketing autour de ça. Donc j'ai travaillé pour Alipay à l'époque. Je parlais pas vraiment chinois et je suis arrivé donc dans ces 12 fois de changement d'équipe. Je suis arrivé dans une équipe qui était uniquement sinophone et j'étais obligé d'apprendre le chinois. Donc j'ai trouvé mes propres moyens de le faire. Et c'est comme ça que j'ai réussi à donc m'adapter au changement et à. T'avais pas le choix de toute façon là, c'était ça passe ou ça casse quoi, elle est en immersion. Exactement. Après avoir envoyé mon rapport hebdomadaire en anglais la première fois, j'ai compris direct que personne le lisait et que il fallait que je change de langue impérativement. Directement faire des rapports en chinois en interne, etc. Ah oui. Parce qu'il y a le chinois écrit et le chinois oral, quoi. Le chinois oral peut être assez simple en termes de grammaire et tout, mais le chinois écrit dans une entreprise, c'est quand même un autre niveau, quoi. C'est assez complexe, ouais. Tout à fait. Donc, quand j'explique à mes amis qu'au départ, j'arrivais à lire des rapports financiers et pas le menu d'un restaurant, ils me comprenaient pas vraiment. Très spécialisé, quoi. Exactement. Bon, après, c'est pas impossible parce que heureusement, il y a ce qu'on appelle le pinyin, qui est une retranscription des caractères chinois en caractères latins. En lettres romaines, oui. En lettres romaines, tout à fait. Et donc, ça m'a pas mal aidé pour la prononciation, etc. Mais après, on s'habitue facilement à force d'utiliser les mêmes mots chaque semaine. Et donc, je me forçais à utiliser le chinois pour parler pendant les réunions. Et naturellement, j'ai senti cette confiance qui s'installait avec mon management parce que je parlais chinois et je voyais la différence entre parler chinois et ne pas parler chinois. La différence est énorme. Donc j'ai pu voir ces deux Chines, la Chine en parlant chinois et la Chine sans parler chinois.
Et la différence est assez impressionnante. Ouais, clairement. Ouais. Et donc, enfin donc c'est voilà cette expérience chez Alipay, c'est ça là, t'as à peu près. Tout à C'est fait. ça. Ok, très bien. Et donc ensuite, j'imagine par la suite, t'es rentré en France, t'as développé Exactement. d'autres activités, mais tu veux peut-être qu'on enchaîne un peu sur le côté fintech ou dis-moi si t'avais d'autres choses à Bien dire sûr. là. Alors, en fait, par la suite, donc après ces 6 années en Chine, j'ai souhaité revenir en France. Donc, j'ai travaillé pour le cabinet de conseil d'audit Deloitte. Mhm. Donc, j'étais responsable des projets liés au paiement, à la fintech, avec une casquette plutôt Chine, parce que justement, j'avais ce bagage que j'ai acquis lors de mes expériences en Chine. Euh, et donc, j'ai travaillé pour Deloitte pendant 2 ans et demi, jusqu'au mois d'août dernier, où depuis août, donc je travaille pour Alibaba à 50%, où je suis consultant pour eux, surtout sur des sujets liés à la fintech, et j'enseigne dans des écoles de commerce et d'ingénieurs, universités, en France et aussi à l'étranger. D'accord. Donc des sujets autour de la Chine, de la tech en Chine, de la fintech, etc. Tout à fait. Quel est le niveau de compréhension de ces sujets-là, de tes étudiants, au début, Oui. avant que tu aies commencé ton enseignement? Ils ont déjà quelques idées ou on part de Alors, zéro? en fait, ce qui est intéressant, c'est que bon, j'enseigne depuis plus de 8 ans par intermittence, mais j'ai pu voir l'évolution de ces étudiants au fil de l'eau. Il y a 8 ans, j'avais une vingtaine d'étudiants. Enfin, je prends l'exemple d'une école, mais j'avais une vingtaine d'étudiants qui étaient dans cette spécialisation. Aujourd'hui, pour la même classe, il y en a 200. Et il y en a de plus en plus qui sont hyper intéressés par la Chine. Il y en a de plus en plus qui apprennent le chinois. Il y en a de plus en plus qui s'intéressent à ça et qui s'orientent vers cette filiale. Chose que peut-être il y a 10 ans ou 20 ans, c'était plutôt comprendre ce qui se passe aux États-Unis et un peu moins à l'est du monde. Donc Mhm. clairement, il y a de plus en plus de questions liées à ce qui est fait en Chine en termes d'innovation, en termes de culture, comment pouvoir interagir avec des Chinois. Parce que parmi les cours que je donne, il y a aussi un côté soft skills, comment comprendre l'autre, comment travailler avec l'autre, sans pour autant le connaître à 100%. Et ce qui est intéressant, c'est que les étudiants sont extrêmement curieux et ils sont aussi passionnés par ce sujet parce que quand on voit les chiffres de la Chine, quand on voit les innovations de la Chine, même si on la voit un peu comme un pays qui copie tout, mais finalement non, parce que toutes ces innovations qui se passent actuellement, c'est des innovations parce que ils ont créé des choses et c'est bien de s'en inspirer. Donc j'essaie aussi de véhiculer ça et de montrer comment on pourrait tirer le meilleur de ce qui se passe en Chine pour pouvoir l'appliquer en Europe, pour pouvoir peut-être avoir un géant de la tech européen. Donc les futurs talents auront de plus en plus ce bagage chinois. Il y en a d'ailleurs beaucoup qui font un échange académique en Chine, et donc je l'évoquais aussi, parlent en chinois, et je crois que parler chinois, c'est vraiment la clé pour comprendre ce marché. Mhm. Ouais, mais qui est pas évidente, quoi. C'est une clé chose assez complexe. On en parlait avec David Bavrez aussi, qui connaît très bien la Chine, qui l'analyse très bien, mais qui avouait le faire sans parler chinois. Donc, tout le monde ne peut pas le faire. Il y a l'investissement de temps est tellement conséquent, et la difficulté est assez grande. Donc, non, je suis d'accord dans l'idéal, quoi. D'accord. Et donc ça amène un peu une transition un peu. Donc, on a déjà commencé bien sûr à parler de Alipay. J'ai dit en introduction qu'il y avait ce sujet Ant Group, qui s'appelait avant Ant Finance, qui s'appelle maintenant Ant Group, comme une fourmi en anglais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu donc dans quelle mesure il y a un lien avec Alipay après toute t'as commencé à décrire Alipay comme une super app multifonction et nous expliquer un peu plus qu'est-ce que c'est que Ant Group? Oui, alors Alipay au départ a été créé en 2004, je l'évoquais, comme un intermédiaire financier pour les plateformes de commerce d'Alibaba, et elle a évolué avec le temps en devenant une application indépendante. Et en 2014, lors de l'introduction en bourse d'Alibaba, euh, Ant Group a été créé, donc à l'époque Ant Financial, donc en octobre 2014, pour donner lieu à un acteur financier indépendant d'Alibaba,
même si Alibaba est investisseur à plus de 30%. Donc aujourd'hui, un groupe offre non seulement le paiement avec Alipay, mais aussi des services de microcrédit, des services de banque en ligne, des services d'assurance, des services de blockchain, de technologie, etc. Donc en fait, c'est un peu ce qu'on appelle une tech fin, dans le sens où c'est un acteur technologique qui offre des services financiers, comparé à une fintech. Versus une fintech, c'est ça. Voilà. Qui elle offre plutôt des services financiers dès le départ et qui se base sur la technologie pour les offrir. Donc un groupe devait lancer son introduction en bourse l'an dernier. On a bien vu les news que ça a été stoppé à 48 heures. Donc il y a eu beaucoup de spéculations sur ça. Enfin, ça allait être la plus grosse introduction en bourse de l'histoire avec 37 milliards de dollars qui allait être levée. Ça a été arrêté. Bon, il y a plusieurs spéculations autour de ça, mais la raison principale, et ça se préparait déjà auparavant, c'était la régulation autour du microcrédit. Parce qu'il faut savoir qu'en Chine, il y a énormément de plateformes qui offrent du microcrédit. Ant Group est l'acteur le plus important dans ce marché-là. Et par exemple, pour un micro-prêt que vous prenez chez Ant Group ou chez la filiale, soit MyBank, qui est la banque en ligne, soit Huobi, qui est le service de microcrédit, ou JB, un autre service de microcrédit d'Ant Group, Ant Group ne finance que 2% de ce microcrédit. Et le reste est financé par les banques. Donc, l'objectif du régulateur était de dire, non, il faut que le financement soit plus important, donc de 30%, en l'occurrence, pour pouvoir octroyer ces microcrédits. Donc sur l'ensemble des microcrédits alloués par Ant Group, seulement ils n'assuraient le financement que sur 2%. Tout le reste est fait par des banques, ça, d'accord. Tout à fait. Tout à fait. Un effet de levier dément pour eux en termes de business, quoi, quelque part. Tout à fait, exactement. Donc en fait, le régulateur a demandé de revoir ça et derrière il y a aussi une volonté de faire participer de plus en plus les banques. Parce que il n'y a pas 6 ou 8 acteurs comme sur le marché français, mais il y a énormément de banques, par dizaines, voire même par centaines. Chaque ville a sa propre banque. Donc l'idée était vraiment de faire participer les banques dans cet écosystème. Et pourquoi ça a été fait, pourquoi l'IPO a été bloqué à 48 heures et pas quelques semaines avant, c'est aussi, d'après ce qu'on dit, d'un discours de Jack Ma qui a été un peu l'élément déclencheur, mais après, il y a bien sûr ces réglementations qui devaient arriver dans tous les cas. Donc peut-être Jack Ma qui avait été un peu critique, qui avait parlé assez ouvertement face au gouvernement chinois, et forcément ça ne se fait pas. On se fait vite taper sur les doigts quand on commence à se présenter comme un pouvoir en concurrence avec le gouvernement chinois. C'est souvent problématique. Alors, on peut voir ça de cette manière, mais après, il faut savoir que de toutes les manières, il y allait y avoir ces réglementations et que un jour ou l'autre, ils auraient dû être peut-être punis sanctionnés plutôt pour les pratiques anticoncurrentielles, les pratiques liées au microcrédit, qu'elles sont pas à niveau par rapport à ce que le régulateur voulait. Donc, on le voit. Est-ce que c'est justement qu'il y a une prise de risque qui est prise avec ces crédits? Enfin, ça veut dire donner des crédits à des gens qui sont pas forcément solvables. Il y a un manque de contrôle, ou est-ce que c'est justement une sorte de monopole d'entreprises qui prennent trop d'importance et où où l'État intervient quelque part pour éviter des situations monopolistiques? Alors c'est un peu des deux, parce qu'il y a deux réglementations différentes. Il y en a une qui concerne uniquement les acteurs du microcrédit, et c'est pas uniquement un groupe, mais aussi les filiales de Tencent, les filiales de Ping An, etc. Donc c'est pas uniquement vraiment un groupe. Et il y a l'autre sujet qui est les lois antitrust, parce que les géants de la tech prennent de plus en plus d'importance en Chine, mais aussi c'est le cas d'autres pays. On le voit aux États-Unis avec Google, avec Facebook. L'État américain est de plus en plus strict et serre la vis par rapport à ces acteurs. En Europe, on voit aussi de plus en plus de réglementation contre ces géants de la tech. Donc finalement, ce qu'on peut dire, c'est que la Chine essaye de mettre des grandes règles pour pouvoir donner naissance à de nouveaux acteurs de la tech, et ne pas avoir des géants comme Alibaba, comme Tencent, devoir peut-être manipuler le marché ou
occuper une grande partie du marché. Mhm. Donc l'objectif au final, c'est vraiment d'avoir des dizaines et des dizaines d'acteurs technologiques prêts à s'externaliser, à s'internationaliser. D'accord, ouais. Sachant que, si je prends l'exemple d'Alibaba, Alibaba n'a que 5% de son business qui est en dehors de Chine. Mhm. Et la plupart des business chinois sont pour la plupart en Chine. Donc pour pouvoir préparer cette globalisation, c'est important de pouvoir les cadrer dès le départ. D'accord, très bien. Et donc justement, quand tu commences à citer d'autres noms, d'autres concurrents d'Alibaba, il y a tout un écosystème de la fintech en Chine, et en l'occurrence, on parle beaucoup de Alipay, de Ant Group. Mais est-ce que tu peux nous citer d'autres noms d'entreprises aujourd'hui qu'on ne connaît pas forcément en Europe, de la fintech chinoise, et qui peut-être vont, comme tu le dis, partir à la conquête de marchés étrangers qu'on connaîtra demain en France? Bien sûr, le premier que je peux évoquer, c'est TikTok. TikTok Mhm. appartient au groupe ByteDance. TikTok n'est pas une application utilisée en Chine. Sa version chinoise s'appelle Douyin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Douyin a lancé sa solution de paiement l'an dernier, qui s'appelle Douyin Pay. Et Douyin Pay a participé et a plutôt sponsorisé le gala annuel qui a eu lieu sur CCTV pendant le Nouvel An chinois et a distribué l'équivalent d'1,2 milliard de dollars en hongbao, ce qu'on appelle des enveloppes rouges, donc de l'argent gratuit, pour les Chinois qui étaient connectés sur son application. Donc on voit C'est de l'argent qui est juste distribué pour lancer cette nouvelle solution de paiement. Ils donnent de l'argent. tout à fait pour D'accord. la faire connaître, sachant que c'est ce qui avait lancé WeChat par exemple, WeChat Pay pardon. Mhm. À l'époque, WeChat Pay était passé de mémoire 8 millions à 300 millions d'utilisateurs en une semaine parce qu'ils avaient sponsorisé cet événement. Mhm. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ByteDance va devenir un acteur de la fintech, que peut-être demain TikTok va offrir sa solution de paiement, sachant que Douyin Pay l'a déjà fait. Mais en Chine, enfin, on a des dizaines de solutions de fintech. Une autre qui est très connue, c'est Ping An, qui est le plus gros assureur dans le monde, qui a d'ailleurs lancé une introduction en bourse à New York avec sa solution fintech qui s'appelle Lufax. Il y a aussi d'autres solutions comme Zhong'an, qui est une insurtech dont les investisseurs sont Alibaba, Tencent et Ping An. Il y a d'autres solutions comme Jingdong, comme Suning, qui est une solution, qui est plutôt, une plateforme e-commerce, plutôt pour le produit technologique. Donc voilà, enfin, il y a une multitude, je veux pas tous les citer, mais il y a une multitude d'acteurs de la fintech qui sont Donc tous innovants. donc c'est des gros acteurs du e-commerce comme JD ou Suning, voilà, ils sont connus pour tout ce qui est consumer electronics par exemple, ou des assureurs comme tu as cité Ping An, Oui, qui lancent leur propre solution de fintech, quoi, qui innovent avec ces nouvelles technologies et des nouvelles solutions, c'est ça? exactement, exactement. Et ce qu'on peut aussi observer, c'est que c'est pas uniquement des acteurs technologiques, ça peut être aussi des acteurs comme le live streaming avec il y a une plateforme qui s'appelle Xiaohongshu en Chine, Mhm. Little Red Book, ouais. Little Red Book exactement, qui a un wallet dans son application, ou encore Pinduoduo, ou encore Didi, ou encore Dianping Meituan. Donc ce sont tous des plateformes qui peuvent devenir des fintechs, et les fintechs finalement ne sont pas uniquement réservés aux acteurs financiers. Mhm. C'est vraiment n'importe quel acteur qui peut le faire. Un peu à l'image de l'annonce de Facebook de créer sa propre monnaie, mais qui finalement avait été un peu annulée. Je sais pas exactement où ils en sont. Tout à fait. Bon, là c'est encore un autre sujet, mais Facebook a déjà lancé Facebook Pay en Inde, avec Mhm. WhatsApp Pay, pardon. Donc là, on voit que Facebook commence à s'intéresser à ce marché, parce que le paiement et les services financiers, c'est vraiment la clé pour un business, parce que c'est finalement permettre au client de payer via sa propre plateforme avec ses propres moyens de paiement, c'est extrêmement bénéfique pour un business. Euh, Mhm. donc Facebook s'y intéresse, Google s'y intéresse, tous les géants de la tech s'y intéressent, mais pas seulement. Même les petits retailers s'y intéressent aussi, lancent leurs propres cartes. Et d'ailleurs, en France, je crois qu'on compte plus de 800 fintech qui existent sur le marché, donc c'est énorme. Mhm. Et c'est aussi, ça montre aussi qu'il y a une porte qui a été
laissée ouverte par les banques, une porte liée peut-être à leur manque d'innovation, surtout après la crise des subprimes en 2007-2008, qui finalement a permis à ces acteurs d'émerger, a permis à notamment Ant Group d'offrir ses solutions comme elles le sont aujourd'hui, à Google ou à Facebook de lancer leur solution de paiement. La monnaie numérique est un autre sujet. On pourra peut-être l'évoquer par la suite, mais Facebook. Oui, bien sûr. Ouais. Mais bon, là, c'est un très bon point. Moi, ça me fait, en tant que client de Revolut, qui est une start-up anglaise, si je me trompe pas. C'est vrai que le niveau de qualité de l'app, le nombre l'innovation qu'il y a dans l'app, la qualité de l'interface utilisateur et les nouvelles fonctionnalités qui sortent, on a l'impression que c'est toutes les semaines, par rapport aux banques traditionnelles, hein, que ce soit des banques françaises ou je suis aussi à la HSBC à Hong Kong. Il y a, les banques sont en train de se faire disturber, j'allais dire, se faire un peu le marché va changer. Mais est-ce que le régulateur, justement, est-ce que c'est pas des domaines qui sont encore régulés et où il y aura des blocages sur toute cette innovation que les startups amènent? Alors, je pense pas qu'il y aura des blocages parce que on voit quand même que les banques s'associent de plus en plus aux fintech. On voit qu'elles en rachètent. On voit qu'elle commence à innover également avec des incubateurs, etc. Donc c'est pas vraiment une volonté du régulateur de devoir bloquer tout ça. Et d'ailleurs c'est aussi un sujet intéressant parce que maintenant le régulateur, pour pouvoir se mettre à niveau, pense à lancer sa propre monnaie. Donc la monnaie existe déjà sous forme fiduciaire, mais pouvoir la lancer sous forme numérique. Représente un moyen de sauvegarder un peu les banques, un moyen aussi de faire face à la montée en puissance de ces géants de la tech qui offrent leurs propres solutions, notamment avec Facebook à l'époque Libra, aujourd'hui ça s'appelle Diem, mais c'était clairement une menace pour la souveraineté monétaire de certains États. Imaginez pouvoir payer votre baguette avec votre application Facebook, c'est inimaginable. Donc l'objectif d'avoir une monnaie numérique, c'était réellement d'avoir un État qui lance sa propre monnaie sous forme digitale, parce qu'on voit de plus en plus de solutions émerger. Tout le monde utilise son téléphone pour payer en Chine. C'est le cas de plusieurs autres pays dans le monde. Donc l'État a de plus en plus de légitimité de le faire. Et d'autant plus que le Bitcoin commence à prendre une ampleur assez phénoménale. Et donc, pouvoir faire face à tout ça, l'État s'oblige à étudier ça. C'est étudié par plus de 80% des banques centrales dans le monde. La Chine expérimente de plus en plus, mais je pense qu'on aura... Où en est la Chine donc de ces tests de monnaie numérique? La Chine a déjà distribué l'équivalent de 120 millions de yuan. Donc c'est à peu près 18 millions de dollars, sous forme de Hongbao, donc c'est des enveloppes rouges. Ils ont fait des tests dans 3 villes en Chine. Donc de mémoire, c'est Chengdu, Shenzhen et Suzhou. Et là, d'ailleurs, Shanghai vient d'annoncer... Ça a été étendu à Shanghai, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, 2 stores acceptent officiellement la monnaie digitale banque centrale de la Chine. Donc leur objectif... Avec une longue tradition en Chine de tester localement, de faire des expériences localement, et si ça marche, d'étendre les réformes au pays entier, quoi. Ouais. Tout à fait. Bon, après, l'objectif, c'est vraiment pas de voir Alipay et WeChat disparaître. Bien au contraire, elles vont se baser sur ces applications-là aussi pour les distribuer, non seulement via les banques, mais aussi par ces applications, parce que c'est un système basé sur la blockchain, basé sur le QR code, basé sur la technologie d'NFC, donc de sans contact, qui va permettre aux Chinois de pouvoir payer n'importe où. Parce qu'aujourd'hui, si un marchand n'accepte pas Alipay ou WeChat, si vous avez votre monnaie numérique, vous pourrez payer sans problème. Et le marchand doit l'accepter parce que c'est une monnaie qui a une légitimité et qui a une valeur légale qui ne peut pas être refusée. Parce que comment définir cette monnaie numérique, justement? Parce que la monnaie est déjà numérique en grande partie, que ce soit sur son compte en banque ou sa carte de crédit, etc. Quelque part, on paye déjà de manière numérique. Donc c'est quoi? C'est l'utilisation de la blockchain qui change? Il y a quoi comme différence réelle?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une crypto-monnaie, donc c'est pas une monnaie décentralisée. Donc il y a un organe central qui est la banque centrale. Donc la banque centrale va émettre, va produire de la monnaie numérique qui va être distribuée aux banques, et les banques vont ouvrir va permettre à ses clients d'avoir accès à cette monnaie numérique. Donc des banques et des acteurs de la tech. Donc j'ai évoqué Alipay et WeChat. Donc c'est une monnaie en fait qui fonctionne exactement comme aujourd'hui. Ça va rien changer par rapport à l'utilisation d'aujourd'hui. La seule chose qui change, c'est que ce sera émis par une banque centrale. Donc ça sera plus uniquement de la monnaie fiduciaire qui sera produite par la banque centrale. Ça sera aussi un moyen de pouvoir sécuriser les transactions, et ça sera aussi un moyen d'augmenter l'inclusivité financière et l'inclusion financière. Parce que aujourd'hui, on compte plus de 250 millions de personnes en Chine qui n'ont pas accès aux services financiers. Et donc, avoir une monnaie digitale, ça va leur permettre d'avoir, dans un premier temps, accès au paiement, mais après, pourquoi pas au crédit, pourquoi pas à l'assurance, à d'autres services qui seraient offerts par des acteurs centralisés par l'État. Donc finalement, c'est comme le fonctionnement d'une monnaie fiduciaire, différent du Bitcoin, parce que le Bitcoin est extrêmement spéculatif. On ne spécule pas sur une CBDC, c'est une monnaie numérique, on ne spécule pas sur cela. Et qu'aujourd'hui, il y a déjà des États qui l'ont lancé. La Chine, pour la Chine, c'est déjà imminent. Et si 80% des États s'y intéressent, c'est que il y a vraiment une volonté de contrer la montée en puissance des crypto-monnaies et des monnaies des géants de la tech. D'accord, donc c'est une c'est une monnaie qui sera donc quelque part garantie par l'État, quoi, en termes de confiance. Il y a l'État chinois qui sera derrière cette monnaie et qui va cohabiter avec d'autres monnaies. Je veux dire, quand on continuera à payer avec WeChat, etc. Mais là, ça sera pas cette monnaie numérique là, quoi. Ça sera une autre monnaie numérique quelque part, ouais. Tout à fait. En fait, WeChat aujourd'hui est un établissement de paiement en Chine, donc qui a le droit de vous faire disposer d'un wallet avec un solde à l'intérieur. Donc ça, avoir à puiser de votre carte directement. Donc vous pouvez avoir un solde directement sur votre WeChat account. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir une monnaie qui est émise directement par l'État, avec comme un billet de banque, un billet de banque avec un numéro, etc. Donc, qui soit tracé, d'où la blockchain, qui soit sécurisé. Donc l'État aujourd'hui se base sur les hongbao pour distribuer, pour faire connaître cette monnaie numérique en Chine, distribuer à un maximum de personnes. Mais finalement, pour l'utilisateur final, ça change pas grand-chose. C'est juste un moyen pour l'État de mettre la main sur ces technologies financières. Et est-ce que c'est ce type de monnaie qui va finir par faire disparaître Mao des billets de banque? J'ai vu que parfois on le voit encore apparaître. Il reste de la monnaie numérique où on voit encore sur l'écran, je crois, du téléphone le fameux Mao rouge là qu'on voit sur les billets de 100 RMB, quoi. Tout à fait. Parce que je me suis, enfin, je blague un peu, mais c'est vrai parce que je me suis toujours posé la question en Chine. Là, parfois, le Mao commence à remonter quand même il y a quelques années. Et on sait que le gouvernement chinois a besoin de rester en pouvoir. On sait forcément que c'est pas une démocratie et que donc l'historique de Mao est un des piliers sur lesquels il se repose. Mais donc, je me suis toujours demandé comment ils vont gérer le Mao ne va pas rester tellement sur les billets de banque. Comment ils vont gérer la suite? Et c'est peut-être ça la solution, quoi. Peut-être que les billets de banque vont tout simplement disparaître. Alors, moi, je vois pas les billets de banque disparaître à court terme, parce qu'il y a une génération qui a encore besoin des billets de banque. Je dirais même pas dans les 10 ans, même pas dans les 20 ans, je dirais peut-être à horizon 30 ans, peut-être qu'ils vont disparaître. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, même dans la version digitale de la monnaie numérique Banque centrale de la Chine, on voit quand même, comme tu l'as mentionné, Raphaël, il y a la tête de Mao sur le billet. Donc, en fait, je pense que la forme ne compte pas finalement, c'est juste avoir une monnaie qui est lancée par un État et avoir la tête de Mao, ça veut tout dire finalement sur l'idée de la Chine derrière, d'avoir gardé cette identité et de pas faire disparaître finalement l'idée de cash. Mais c'est un peu un cash digital. Ouais, tout à fait. Et le cash moi, j'ai connu la Chine il y a quelques années où le cash était omniprésent, quoi. Moi, je payais mon loyer en cash. Enfin, c'était voilà.
Et on sait qu'il y avait quand même pas mal de fraude fiscale aussi en Chine. C'était un peu un sport national. Et donc, je me suis toujours posé la question de quand j'ai vu ce développement de WeChat Pay, et maintenant on parle donc de ces monnaies digitales, etc. Est-ce que ce n'est pas une sorte de traquenard de l'État chinois de digitaliser toutes les monnaies? Et comment les Chinois sont tombés? Ils sont pas tombés dans le panneau, mais bon, si on veut faire forcément de la fraude fiscale, de tout digitaliser, on voit bien qu'il y aura une traçabilité totale. Donc, est-ce que l'État chinois a laissé un peu de liberté pendant un certain temps à ne pas vérifier les comptes, etc., malgré la digitalisation? Et est-ce qu'ils vont vous resserrer les taux petit à petit? Est-ce que tu as une vision là-dessus? Alors, moi je pense pas que ce soit uniquement pour surveiller, parce que c'est déjà le cas actuellement pour la lutte contre le terrorisme, le blanchiment d'argent, etc. Donc tous les États le font, hein, c'est pas uniquement une spécificité chinoise. Euh, et donc le fait d'avoir cette monnaie numérique va permettre bien sûr de sécuriser les transactions euh, et, et surtout d'avoir un levier pour créer du business, pour créer de l'économie, enfin pour relancer l'économie, pour permettre aux gens qui n'ont pas vraiment la possibilité de prendre un crédit de le faire demain. Euh, donc moi je le vois pas comme un frein ou un blocage, etc. ou un moyen de surveillance. Je le vois plus comme un booster de l'économie euh, et peut-être de lutter contre le blanchiment d'argent, le commerce souterrain, etc. Il faut savoir aussi qu'en Chine, il y a énormément de marchands ambulants. Ces marchands ambulants ont le QR code Alipay et WeChat, et que, par exemple, si je suis un marchand ambulant où je vends des fruits, je peux recevoir de l'argent de mes clients via un compte WeChat, un QR code WeChat, et donc, une fois que j'atteins un certain seuil, je suis obligé de créer une société. Donc derrière, il y a un peu une carte blanche pour un certain montant, et ensuite, je suis obligé de le faire via la plateforme de WeChat ou via Alipay, etc. Donc, c'est un peu un accompagnement. Ils vont pas sanctionner tous les marchands ambulants, etc., parce qu'ils savent que il y a une certaine flexibilité. voilà, c'est une flexibilité. Ça fait penser, il y a des fameuses images de mendiants avec un QR code accroché autour du cou en Chine qui faisait un peu le buzz. Déjà il y a quelques années, hein, pour montrer qu'ils sont sacrément en avance, quoi. Maintenant, en fait, avec les innovations qui en Chine, il y a de plus en plus de marchands qui n'acceptent, enfin, qui acceptent la reconnaissance faciale, et il y a même plus besoin du QR code ou du téléphone pour payer. On a juste besoin de sourire pour pouvoir payer. Donc là encore une fois, on voit à quel point l'innovation avance. Et surtout, un autre La exemple. reconnaissance faciale du marchand, parce que on l'utilise fréquemment sur son iPhone, par exemple. Il y a de la reconnaissance faciale pour débloquer les moyens de paiement en local sur son propre téléphone. Mais là, c'est le marchand qui vient nous scanner, c'est ça? En fait, c'est le marchand, dans le sens où quand vous arrivez à la caisse, vous avez un petit écran d'une tablette, et donc vous mettez votre numéro de téléphone qui vous permet de vous identifier. D'accord. Et après, on vérifie que c'est bien vous, reconnaissance Exactement. faciale, quoi. D'accord. Tout à fait. Donc c'est un moyen d'authentification via le visage, via la biométrie. Ça commence à se généraliser. On le voit aussi même à Paris. Je crois qu'il y a Printemps qui est au Louvre, qui offre cette possibilité pour les Chinois. Donc, on voit de plus en plus de Chinois voyager, enfin surtout avant le Covid, mais tous ces Chinois qui voyagent, qui sont habitués à payer avec WeChat Alipay en Chine et qui aimeraient continuer cette expérience quand ils voyagent. Et donc les marchands en Europe et dans le monde sont obligés d'accepter ces solutions de paiement et accepter aussi les moyens d'accepter ces paiements. Donc ça peut être soit un terminal de paiement, soit un outil de reconnaissance faciale. D'accord, ouais. Parce que justement, enfin, pour refaire un peu le lien avec les sujets précédemment abordés, c'est peut-être les moyens de paiement et ces touristes chinois, donc, enfin, bon, qui sont un peu interrompus, mais on peut avoir confiance que ça va reprendre après le Covid, qui voyagent à travers le monde et qui vont payer avec WeChat Pay. Ça va peut-être être un peu le fer de lance donc de ces solutions technologiques chinoises pour se développer à l'international. Et après offrir dans un second temps peut-être toute la panoplie de services, on a parlé d'assurance, etc. Mais à partir de cette base-là, quoi, on peut prévoir que ça va se développer comme ça dans les prochaines années. Oui, bon, c'est déjà le cas avec les géants de la tech, hein, qui offrent déjà ces services financiers. Mais à terme,
moi, je vois bien d'autres services s'internationaliser, pas uniquement le paiement, parce qu'aujourd'hui, il y a que le paiement qui J'ai s'internationalise. comme un fer de lance, c'est qu'après d'autres Oui, services, une fois qu'ils seront tout à installés fait. avec le paiement, ça sera plus facile d'offrir toute une panoplie de services. Tout à fait. Surtout que l'app en plus sera utilisée quelque part. Une fois qu'on a l'app aussi, c'est un support, quoi. Exactement. Bon, aujourd'hui, il y a une app spécifique pour la monnaie numérique, mais après, enfin, l'objectif de l'État, c'est pas vraiment de faire télécharger à tout le monde l'application de l'État pour la banque, pour la monnaie numérique, c'est de l'intégrer dans les wallets des acteurs, de la tech et des banques. Donc, Mhm. si ces acteurs-là ont déjà une base client, ont déjà la confiance, etc., ils vont pas devoir tout reconstruire après. D'accord, ouais, ouais. Parce que donc, enfin, ces applications, que ce soit Alipay ou WeChat, je crois que on les appelle aussi des plateformes de lifestyle, c'est ça, avec on a cité quelques fonctionnalités, mais il y en a encore plus, quoi. On peut payer, on peut transférer de l'argent, on peut communiquer, quoi. On sait tous que WeChat, c'est une app de chat. Mais réserver un billet d'avion, faire des demandes, je crois, de pièces d'identité, c'est ça, de formulaires de mariage, de divorce, ce genre de pièces. Enfin, je sais même pas où ça s'arrête. En fait, on peut tout faire avec ces apps couteau suisse, quoi. Oui, et en fait, c'est d'ailleurs une innovation chinoise, parce qu'au départ, c'est WeChat qui a commencé avec ce qu'on appelle une super app, avec la communication au départ, du gaming, et ensuite ils sont arrivés sur des services financiers, à offrir tout type de services financiers, avec l'assurance, avec du crédit, l'investissement, du paiement, etc. Et on voit des services lifestyle, comme tous les services administratifs. On voit, je peux par exemple payer mes factures, l'électricité, je peux payer le restaurant en avance, commander mon plat, aller au restaurant et manger sans me soucier du paiement. Et il y a aussi une volonté de pouvoir agréger tous les services dans une seule application. Donc Mhm. WeChat et Alipay ont été les pionniers, et aujourd'hui on voit d'autres applications le faire. On a Meituan Dianping, qui est une plateforme de services à la demande qui est chinoise, qui l'offre également. On le voit aussi en Asie, avec Grab, avec Gojek, Indonésie et Singapour. D'ailleurs, même en Europe et aux États-Unis, les entreprises commencent à s'y intéresser. Lydia a levé des fonds, l'application paiement Lydia en France, pour devenir une super app. Donc, Mhm. on voit aussi qu'il y a une inspiration donnée par la Chine de pouvoir avoir cet outil à tout faire, un peu une application qui agrège tout type de services, non seulement financiers mais aussi non financiers. Google le fait avec Googleplex, qui va être lancé cette année. Donc finalement, est-ce que ça fonctionne en Chine? Oui. Est-ce que ça va fonctionner dans d'autres pays? Je ne sais pas, parce que chaque pays a sa spécificité. Moi, je ne vois pas les Français avoir une application à tout faire. D'ailleurs, même les études le montrent. Euh, Mhm. mais le plus important, c'est d'avoir la confiance. C'est-à-dire que si on fait confiance en un acteur ou deux acteurs, et que cet acteur me propose 15 services à utiliser, je vais les utiliser naturellement. Donc au Mhm. départ, c'était les banques en qui on faisait confiance. On fait toujours confiance aux banques, mais il y a des acteurs qui sont plus innovants, qui au départ s'adressaient aux jeunes, mais aujourd'hui touchent tout type, toute tranche d'âge. Et ces acteurs-là sont obligés de devoir innover, de devoir proposer peut-être des services de live streaming. On le voit avec Alipay, avec WeChat qui le fait aujourd'hui, parce qu'ils vont s'adapter à l'utilisateur. Et c'est pas uniquement lancer une application parce que ça marche bien. C'est en fait les Chinois l'ont lancé parce que ils sont adaptés à l'utilisateur. Au départ, ils ont offert un ou deux services, et ensuite, petit à petit, en fonction de leur base de données, base utilisateur, ils ont développé au fil de l'eau de plus en plus de services, qui a donné lieu à ce qu'on appelle des super apps, qui sont aujourd'hui pour juste WeChat a plus d'1 milliard d'utilisateurs, Alipay également, et on voit d'autres tendances se développer. Mhm. D'accord, donc ça s'est fait de manière organique en Chine. On est un peu en retard en Occident et on va pouvoir peut-être s'inspirer de la Chine, mais vu que ça s'est fait de manière organique, de toute façon, on va pas copier-coller des applications. Donc il y a tout un nouveau développement qui va être nécessaire à faire
dans nos pays. C'est un peu ça que je comprends, quoi. Tout à fait. Pour conclure, on arrive à la fin de cet épisode déjà, donc je vais te demander la question traditionnelle, un peu différente pour toi, vu que tu as un profil un peu différent, mais bon, vu ton aventure chez Alibaba en Chine, je pense que t'as déjà quelques idées d'une astuce que tu as pu utiliser pour hacker, pour craquer la Chine. Est-ce que tu peux partager cette astuce avec nos auditeurs? Alors oui, on en a parlé précédemment. Mais je pense que c'est quand même une astuce assez complexe au départ. On peut croire qu'elle est complexe, mais c'est d'apprendre le chinois. Ou D'accord, peut-être apprendre quelques mots de chinois pour plusieurs raisons. La première, c'est que si vous essayez de parler chinois devant un Chinois, il va énormément apprécier et ça va changer le rapport avec lui. Également, dans la langue chinoise, il y a énormément de richesse pour comprendre sa culture, pour comprendre comment réfléchit un Chinois, etc. Et aussi parce que c'est un peu un marché que tout le monde souhaite intégrer, conquérir. Donc, pour avoir vécu en Chine, j'ai clairement regretté d'avoir pas appris le chinois plus tôt, parce que j'ai vu la différence entre ne pas parler chinois et parler chinois, et mes rapports avec les Chinois ont été extrêmement différent. Donc, mon seul conseil, c'est vraiment de faire l'effort. C'est pas impossible. C'est pas obligé d'écrire avec la main le chinois. Tout à fait. Mais c'est possible d'apprendre quelques mots et ça sera utile un jour ou l'autre. Apprendre le chinois, pourquoi pas, oui, dissocier l'oral et l'écrit, laisser un peu tomber les caractères pour arriver plus vite à parler. Tout à fait. Donc non, je suis tout à fait d'accord. C'est pas facile, mais ça vaut le coup et c'est passionnant. Il y en a pour une vie entière quand on apprend le chinois et qu'on aime ça, c'est infini comme apprentissage. Donc je ne peux que corroborer. Merci beaucoup Yacine. Est-ce que tu veux partager un moyen de contact, une présence dans les réseaux sociaux? Merci Raphaël. Bon, je suis très actif sur LinkedIn, donc les gens peuvent me chercher sans problème, Yacine Regragui. J'ai aussi un site web, yacineregragui.com, où vous pourrez aussi retrouver mes dernières publications, interventions, etc. Mais je suis assez accessible sur LinkedIn généralement, et avec grand plaisir pour continuer à échanger sur ce sujet. Ok, très bien. Merci beaucoup Yacine et j'attends avec impatience la sortie de ton prochain livre. Et donc à une prochaine fois, j'espère. Salut. Merci Raphaël. Salut. Cet épisode de Sésamazie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, S-E-G-H-I-E-R. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut!